Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous retrouver dans ce lieu, le Mémorial de la Shoah, dans ce contexte de la 30e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis du Rwanda. Pour une journée et une table ronde qui ont été pensées par l'équipe du Mémorial sous la coordination scientifique de ma collègue de l'EHESS, Hélène Dumas. Et je remercie Pauline Dubuisson et Hélène Dumas de m'avoir confié la présidence de la table ronde de l'après-midi. Pour vous resituer un petit peu le contexte de la journée, le programme de cette journée vise à essayer d'interroger la manière dont les savoirs sur le génocide des Tutsis ont été construits par des acteurs dont les lieux d'énonciation, le positionnement, la proximité au génocide ont été très divers. Vous avez pu le voir, cette table ronde est titrée « Une histoire des actes de sauvetage ». Et elle va nous permettre, avec nos trois invités, que je remercie encore une fois de leur présence avec nous cet après-midi et que je vais présenter dans quelques instants, d'essayer d'évoquer les savoirs qui ont été produits sur des actions, des initiatives, des engagements qui ont permis de sauver des personnes dont la vie était menacée dans le contexte spécifique du génocide des Tutsis. Alors encore faut-il s'entendre sur ce qu'on comprend par acte de sauvetage en situation génocidaire. Je voudrais vous proposer, en préambule, deux définitions qui me semblent utiles pour notre réflexion dans un cadre historiographique qui est encore émergent pour ce qui est de l'étude des actes de sauvetage dans le contexte du génocide des Tutsis, qui est sans aucun doute plus étoffé pour ce qui est de l'étude des actes de sauvetage des Juifs d'Europe dans le contexte de la Shoah. Je m'appuie dans un premier temps sur une définition de l'historien Jacques Semelin dans une introduction qu'il a rédigée pour un ouvrage qui est important dans cette historiographie. C'est un ouvrage qui s'intitule « Résistance au génocide de la pluralité des actes de sauvetage », un ouvrage qu'il a co-dirigé avec Claire Andrieux et Sarah Gainsberger et qui a été publié en 2008. Et Jacques Semelin nous dit « On définira le sauvetage comme l'ensemble des pratiques, clandestines ou non, visant à dissimuler juridiquement ou physiquement l'identité des personnes recherchées et ou à organiser leur fuite en un lieu où celles-ci seront en sécurité. » La seconde définition que je souhaite vous soumettre est d'Hélène Dumas, dans un des chapitres de son ouvrage Sensiel Niter, un chapitre qu'elle a d'ailleurs titré « Sauvetage », et je la cite un peu longuement car le propos me semble important pour la réflexion qui va être la nôtre. Le spectre des actes de bienveillance se révèle particulièrement large. Les comportements charitables à l'endroit des victimes rendent compte du refus d'adhérer à un projet politique structuré autour d'une vision raciste qui n'est pas unanimement partagée. Offrir un abri, nourrir, étancher la soif, extraire un nourrisson des cadavres, mentir, c'est toujours agir contre l'ordre d'extermination, bien entendu, mais également contre ses voisins, voire contre sa propre famille. Car les actes de sauvetage empruntent des relais identiques à ceux du massacre, le voisinage, le religieux, la famille. Alors, si la définition même des actes de sauvetage et de leur périmètre interroge, et on reviendra sans doute sur des questions de vocabulaire, y compris d'ailleurs en Kinyarwanda, cette dimension du génocide me semble soulever un certain nombre de questions auxquelles nous allons faire en sorte de répondre cet après-midi. Première question simple, qui sont les sauveteurs? Et ce terme est-il d'ailleurs un terme tout à fait adéquat? Combien sont-ils ou combien ont-ils été? Comment parvient-on à les identifier? Ajoutons à cela des interrogations sur la nature de leur engagement. Qu'est-ce qui a motivé leur engagement à sauver des personnes menacées au risque de leur propre vie et souvent de celle de leurs proches? Quelles ressources ont-ils dû mobiliser pour essayer de réussir dans cette entreprise de protection, d'aide ou de sauvetage? De quel soutien ont-ils éventuellement pu bénéficier? J'évite volontairement le terme de complicité, je préfère ici le terme de soutien. Donc voici quelques-unes des questions
auxquelles nous allons tenter de répondre. Et pour nous aider à comprendre cet objet de connaissance assez spécifique dans un contexte génocidaire, nous avons la chance donc d'avoir avec nous 3 invités qui sont immergés dans ce type de questionnement depuis de nombreuses années, et puis qui ont par ailleurs un point commun, je crois que je peux commencer par là aussi pour vous présenter, c'est de très bien connaître, pour différentes raisons, soit par expérience, soit par enquête et par étude, de très bien connaître un cas spécifique de protection et d'aide dans le contexte de 1994, dans le contexte des 100 jours, à savoir la protection et l'aide qui a été apportée à environ 400 personnes à l'orphelinat Gisimba, dans le quartier de Nyamirambo. Alors, je vais les présenter successivement. J'ai fait le choix de les présenter tout de suite et puis ensuite de leur confier la parole. Donc, immédiatement à ma gauche, et je le remercie pour sa présence, Patrick Gisimba. Donc, merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous venez du Rwanda. Vous avez fondé, donc, aux côtés de votre père, Damas, qui nous a quittés il y a à peu près un an, un peu moins d'un an, le Gisimba Memorial Center. Vous dirigez actuellement un programme de soutien scolaire aux enfants vulnérables, et je pense que vous nous en direz sans doute quelques mots. Et donc vous allez nous aider à comprendre les actes de sauvetage de votre père et plus largement de votre famille dans le contexte de l'orphelinat, le refuge que celui-ci a constitué. Et puis je crois que nous reviendrons aussi sur votre histoire familiale qui peut permettre aussi de comprendre justement la nature de l'engagement de votre père, et puis sans aucun doute aussi les initiatives que vous avez lancé ces dernières années pour faire en sorte que ce lieu soit un lieu de mémoire, dont on conserve d'ailleurs, et Hélène Dumas a contribué à cela, les archives, pour essayer justement de permettre une meilleure connaissance encore de ce qui s'est produit dans ce quartier de Nyamirambo, autour de l'orphelinat, enfin dans l'orphelinat plus exactement. Un peu plus à gauche encore, Carl Wilkens, merci également d'être avec nous. Donc vous êtes américain, vous êtes né dans le Maryland. Avant 1994, vous avez été engagé sur plusieurs terrains en Afrique et vous êtes arrivé à Kigali en 1990, en mars 1990 avec votre famille. C'est un choix, cette arrivée va vous conduire à faire un choix fort au début du génocide, puisque vous choisissez de rester alors que pratiquement tous les humanitaires, les journalistes, les religieux, les ambassades, tout le monde quitte le pays, sauf les Rwandais bien sûr, mais tous les Occidentaux, entre guillemets, quittent le pays. Vous faites le choix de rester. Et ça va vous conduire à être confronté justement à un engagement au service de certaines personnes vulnérables et menacées dans ce contexte de génocide. Donc vous avez témoigné à plusieurs reprises, notamment dans un ouvrage qui s'appelle I'm Not Leaving, qui a été publié en 2011, qui n'a pas à ce jour bénéficié de traduction française, mais merci beaucoup de partager aussi votre récit et votre expérience avec nous. Et je précise que vous parlerez tout à l'heure en anglais, mais que vous comprenez très très bien le français, donc lors des questions, je pense que... Permettez-moi de dire très très bien. Merci beaucoup. Et puis, à ma droite, Jacques Roisin, docteur en psychologie, psychanalyste, maître de conférence à la faculté de droit et de criminologie de l'université de Louvain. Alors, comme je le disais tout à l'heure, on a une historiographie qui est encore assez maigre sur le sujet, mais vous avez fait paraître un ouvrage en 2017 qui s'appelle « Dans la nuit la plus noire se cache l'humanité, récit des justes du Rwanda ». Et vous avez conduit une enquête entre 2011 et 2013 pour rencontrer et faire témoigner un certain nombre de justes. Et à dessein, je ne définis pas l'expression dans ce préambule, je vous confie la mission de l'expliciter. Et vous nous expliquerez aussi à la fois les modalités de cette enquête et les fruits de cette enquête autour de cette figure des justes. Voilà, je n'en dis pas beaucoup plus pour céder la parole dans un premier temps à nos 2 témoins, avec Patrick Gisimba qui va ouvrir cette table ronde, et puis dans un troisième temps, ce sera Jacques Roisin qui nous donnera son regard et les fruits des résultats de son enquête. Patrick, merci beaucoup. La parole est à vous. Merci beaucoup, merci François. C'est tout à fait... Je vais essayer de parler en français. Ici, il y a des mots qui m'échappent. On va cesser. Carl va traduire. Mais je vais utiliser un peu je vais utiliser le français pour le moment. Donc, je remercie beaucoup la Mémorial de Shoah. Et je suis très reconnaissant de Hélène Dumas. Et je voulais juste commencer à parler un peu brièvement de l'histoire de l'orphelinat, mais qui est vraiment liée à l'histoire de la famille. Donc, l'idée de la fondation Gisimba,
Ah, ça n'a pas été facile de prendre toutes les photos, mais ça commence par mon arrière-grand-père qui s'appelait Yisimba. En 1946, il y avait une famine au Rwanda, là où on avait une connotation appelée Inzara Yaruzagayura. Et les gens sur les collines euh, mouraient du faim. Et puis, parce qu'il était un peu... il aimait les gens, il était chrétien, donc il amenait les gens à la maison et il leur donnait de quoi à manger, de quoi à boire. Et c'est comme ça. Et c'était à Butare, qui est dans le sud du Rwanda. Donc il y avait des gens, toujours il y avait des gens à la maison. Et puis en 1976, il est décédé. Et parmi ses enfants, il y avait donc, mon grand-père qui est Pita Simba, qui était exilé au Congo en 1959. Et parce qu'il était opposé à des... Il y avait des tragédies, mais il était aussi opposé au gouvernement euh, qui menait le divisionnisme au Rwanda. Et puis, elle a pu être avec Dancil au Congo. Et quand ils sont revenus en 1979, et ils ont eu l'idée de continuer à, à avoir des enfants à la maison, mais des enfants vraiment qui étaient orphelins et qui étaient abandonnés par leurs parents. Et donc, c'est comme ça que les œuvres humanitaires ont commencé à la maison. Donc, c'était juste avoir, premièrement, il y avait, il y avait des enfants orphelins, mais il y avait aussi des enfants orphelins, pas parce que leurs parents ont été tués, orphelins parce qu'il y avait de la famine ou bien c'était d'autres causes, le sida et tout ça. Et c'est comme ça mais biologiquement, il avait trois fils. Donc c'était Damas Kisimba, qui est mon père. Voilà, la photo là-bas, c'est Damas, le même âge, en 1993, je crois, quand il était ici à Paris. Donc j'ai vu ça, je me suis dit, c'est une coïncidence, c'est une histoire qui se répète encore. Euh, mais il était jeune, donc en 1980, et il voyait, donc ils ont eu beaucoup des enfants à la maison, et puis euh, et les parents disaient, mais les enfants sont beaucoup à la maison, est-ce que comment on peut avoir une autre location qui est un peu élargie, quoi. Et c'est comme ça que l'orphelinat est venu. Malheureusement, Pita Simba, mon grand-père, n'a pas pu réaliser tout ça. Donc, il est décédé en 1986. 2 ans après aussi, sa femme, ma grand-mère aussi, est partie. Donc, c'était la seule responsabilité de l'aîné, Damas Simba, qui est de mon père, de continuer de prendre en charge les 60 enfants qui étaient à la maison. Et c'est comme ça, il a eu un peu il a eu des amis de son père qui lui a aidé à élargir l'orphelinat. Et puis, à ce moment-là, les 60 enfants ont quitté la maison résidentielle et puis ils ont allé dans l'orphelinat. Et le premier bâtiment avait la capacité d'avoir 50 enfants. Donc, mais ils étaient au nombre de 60. Et c'est comme ça donc, en 1989-1990, donc, l'orphelinat a été connu dans la communauté. Mais ça n'a pas été facile parce qu'en 1990, on dit 90 ou bien 90, il y a eu, il y a une bataille, et puis il y avait aussi une mauvaise humeur. Là, c'était pas, et il y avait, comment on appelle ça, il y avait
donc, il y avait des gens qui... mais il y avait aussi il y a eu des massacres qui s'est mis là-bas. Et puis, toujours, Damas prenait les enfants dans l'orphelinat et leur disait qu'il faut être tout unis et qu'il ne faut pas... Donc, il n'y avait pas des Hutus, des Tutsis à l'orphelinat. Et puis, les enfants, vraiment, c'était cette éducation qu'ils avaient. Donc, en 1994, quand le génocide, le 6, non, un peu après, il y a des enfants, il y avait des meetings qui se faisaient, et puis les enfants allaient au quartier d'Ignamirambo, il y avait le stade, et puis les enfants allaient juste pour jouer et prendre des casquettes, des t-shirts. Mais ils ne savaient pas ce qui était derrière ces casquettes et t-shirts. Donc, Damas les a bannis d'aller là-bas. Et puis, donc, ils restaient à l'orphelinat. Et c'est le génocide qui ont déclenché. C'était tout au premier. Il y avait des familles parce que l'orphelinat était connu. Donc, les parents ont dit, mais il faut que nous envoyions les enfants au centre, à l'orphelinat, parce qu'ils connaissaient bien Damas Kisimba, ils connaissaient qu'il allait le prendre en charge. Et puis, les 60 enfants sont allés à 300 enfants. Mais c'était difficile auparavant, quand les miliciens, les Interahamwe essayaient de tuer. Ils ont commencé par les hommes, mais quand la tuerie a été vraiment terrible, même les enfants, on les tuait. Donc, c'est à ça que les parents aussi ont su que c'était vraiment dommage, et puis ils sont aussi venus à l'orphelinat. Donc, c'est comme ça donc l'orphelinat ça a été aussi ciblé comme un lieu là où il y avait des gens cachés, mais quand les miliciens venaient, Papa Damas était là pour le faire partir. Et ce qui s'est passé, je crois, je vous avais dit qu'il y avait et toute cette histoire. J'ai eu le temps vraiment ne pas de les lire, mais aussi de l'écouter approfondissement. Et c'était un jour, un peu avant le génocide, il y avait la Croix-Rouge qui était aussi là-bas, mais il y avait des aliments qui étaient... Donc, il y avait un stockage, quoi. Et puis, ces aliments, on a téléphoné Damas, on lui a dit, mais on a amené des aliments, mais les gens ne veulent pas manger ça parce qu'ils pensent qu'ils se sont été empoisonnés par le RPF, par le FPR. Et puis, mais toi, tu as des enfants, c'est que tu as des enfants qui peuvent qui peuvent bénéficier de ces aliments. Est-ce que tu peux venir? Et puis, il lui a dit, mais non, oui. Et puis, et c'était un peu avant le génocide. Ouais, comme ça. Ouais. Et donc, ça... Et puis, il a pris des camions pour aller avoir ses... Merci. Pour aller amener des aliments. Et donc, c'était beaucoup de nourriture. Donc, et ils ne savaient pas que ça sera très utile au moment du génocide. Donc, quand les enfants ont pu manger pendant les 3 mois du génocide, mais aussi les miliciens qui venaient attaquer, on leur donnait un peu de ces nourritures aussi. Donc, c'est un miracle, quoi. Mais avoir de l'eau, c'était pas facile. Et c'est pour cela que la vie n'a pas été facile. Donc, vous connaissez
Et au mois, je crois, au mois de mai, et puis Karl aussi va essayer il se rappelle très bien, et, et Karl est à Paris, à l'orphelinat. Donc, moi, quand mon père me disait que quand il a vu Karl, et il a eu du courage, quoi, parce qu'il voyait que c'était pas, il était seul et il jouait toujours avec les gens. Mais quand Karl est venu et lui a, et il m'a dit que la première chose qu'il lui a dit, il lui a dit, What do you need? Qu'est-ce que, et puis mon père lui a dit, mais il y a beaucoup de needs, mais c'est le plus vraiment, ce qui est vraiment in need, c'est c'est de l'eau. Parce qu'il n'y avait pas assez d'hygiène et puis on était tous déshydratés. Moi, le seul, j'étais avec ma mère aussi à l'orphelinat et avec autant de bébés. Mais il y avait des bébés qui étaient... Bon, moi aussi, j'ai eu des déshydratations et tout ça. Mais vraiment, Karl a pu soutenir et je me tends aussi à lui être très reconnaissant de son acte parce que je ne crois pas si, je sais pas ce qui pourrait arriver, mais euh, quand il est donc quand il a su ce qui s'est passé à l'orphelinat, vraiment il a tenu et puis il venait avec de l'eau, avec de lait. Et c'était difficile et je crois qu'il aura aussi le temps de faire le parcours, mais c'était pas ces 3 mois vraiment qui étaient c'était pas facile, mais pour en juillet, non, le juin, le 30 juin, je crois, c'est là où vraiment qu'ils ont dit, mais on a vu que il y avait beaucoup d'histoires. Il y a des miliciens qui venaient, ils ont pris l'un des personnes qui étaient dans la cuisine et puis ils les ont arrachés dans le plafond. Ils les ont allés torturer et pour qu'ils disent ce qui est dans l'orphelinat. Et puis ils ont dit rien. Pour le moment, dans l'orphelinat, nous avons on l'honore beaucoup parce que s'ils avaient dit quelque chose, je crois que tout le monde serait. Donc, et puis ils ont su il y avait des Tutsis qui étaient cachés et puis ils ont dit on va d'abord tuer Damas et puis tuer tout le monde qui était là-bas. Et c'est ce jour-là qu'ils sont venus et c'était une coïncidence que Karl aussi était au centre. Et il a su que c'était aussi terrible. Et puis mon père, on lui a dit d'aller au RTLM, qui était la radio euh, qui, euh, qui donnait donc qui communiquait euh, le génocide et tout ça. Et donc, c'était pas aussi facile pour lui de décider d'aller là-bas. Et quand il est allé là-bas, il savait pas ce qu'il allait dire. Il s'est dit, est-ce que je peux pas dire que je ne suis, que je, que je ne suis pas de ce qu'ils sont en train de faire parce qu'ils vont tuer nous tous et tuer les enfants aussi. Donc, comment je vais le protéger? Mais aussi, il ne pourrait pas aller à la radio et dire qu'il fait de bonnes choses. Donc, il a essayé de manœuvrer, euh, mais il a quitté là-bas et allé au Croix-Rouge. Donc, c'est là où Karl vraiment a fait ses actes et puis tout le monde et puis a été évacué au centre Gisimba et au centre et pour aller à Saint-Michel. Et c'était vraiment miraculeux de voir comment dans ce petit moment et le FPR aussi ait pu venir et il a stoppé le génocide. Donc tout le monde c'est pas tout le monde, mais les 405 enfants et adultes ont survécu. Donc, et c'est l'orphelinat qui a été
ça, je crois que ça a été comme like a safe haven pour un refuge aussi. Mais après c'était beaucoup avec le traumatisme et avec le traumatisme, la séparation des enfants. Et pour moi, en 2012, le Rwanda a décidé de, de, de fermer les orphelinats pour que les enfants partent en famille. Et puis, pour nous, c'était aussi une opportunité de voir comment on peut continuer. Donc, on n'a pas changé la mission du centre, mais on a changé la méthode parce qu'on sait que l'enfant est bien dans une famille. Et pour nous, pour le centre, c'est très particulier aussi parce qu'il y avait des orphelinats qui ont d'autres agendas. Mais pour le nôtre, on était une famille qui a été élargie par l'histoire, par des événements, ça a été un orphelinat. Mais on a voulu vraiment aujourd'hui de voir comment est-ce qu'on peut continuer à aider les enfants et les familles suite au traumatisme des enfants. Donc, plus particulièrement, j'ai étudié, mais c'était pas étudié, c'était aussi que j'ai étudié près de mon père, de voir comment est-ce que le traumatisme de l'enfant peut avoir un impact positif et développemental. Donc, suite donc d'un, je dirais, donc c'est une trajectoire qui continue et quand tu es adulte, ça continue à te faire hâte. Et pour le moment, ce que le centre est en train de faire, c'est être un centre communautaire pour les enfants vulnérables, mais aussi pour les familles. Avoir un espace là où les familles peuvent venir s'asseoir et se connaître. Donc, à partir de l'histoire, il y a une relation qui se passe avec le parent et l'enfant, mais ça pourra être un peu difficile quand tu ne connais pas ce qui peut causer cette relation et tout ça. Donc, pour le moment, nous avons un peu nous avons des activités pour les enfants éducatives, récréationnelles, créatives et d'enrichissement, la danse, la musique, mais qui est basée sur le terme anglo-saxon trauma-informed. Et je crois que c'est ce que Papa Damas a fait tout au long de son temps. Hier, c'était le 11e mois qu'il est parti. Et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'être vraiment très intentionnels à, à, à comment, to heal, à guérir, tu vois. Et nous sommes en train d'être très intentionnels et voir comment la génération d'aujourd'hui on coupe les cycles de trauma. Donc, j'ai du temps? Oui, encore 5 ou 10 mois. OK. Donc, je crois ensuite, aujourd'hui, nous sommes très reconnaissants de Hélène Dumas, qu'on parle avec les archives, donc que le centre ne soit pas, nous voulons que ce soit aussi pas, donc quand tu veux aller, tu dois bien vraiment connaître là où tu viens, tu vois. Et pourtant, pour le moment, le bâtiment qui a été, ouais, il est d'accord. Et c'est pas le meilleur photo parce que on a fait des rénovations, mais c'est le même bâtiment là. On veut que ce soit vraiment aussi un outil pour la société, un outil pour la communauté. Donc, on essaie de créer
un espace, des événements là où les gens peuvent vraiment venir. Oui, nous voulons connaître comment notre relation peut être positive, mais aussi nous voulons connaître là où on vient. Dans ces derniers jours ici, j'ai eu vraiment une opportunité d'être avec Karl et il parle souvent et ça me dit beaucoup quelque chose. Il parle souvent du cerveau, comment le cerveau fonctionne. Je ne sais pas comment utiliser ces termes en français, but he talks about the upstairs brain and the downstairs brain. Je ne sais pas comment en parler ça en français, mais vraiment, on essaie de balancer la partie du cerveau qui est émotionnelle et la partie du cerveau qui est logique. Et pourtant, pour nous, nous avons vu que tous les parents, beaucoup de... Les parents utilisent, pour certains moments, ils ont dans le downstairs brain, c'est le partie émotionnelle, ouais, parce que c'est le survival mode pour les parents là, ils sont toujours là-bas. Et puis nous nous demandons comment on va essayer d'amener ces relations qui va balancer la partie logique et la partie... Et c'est aussi pour les enfants aussi. Donc, pour les enfants, ils ont vraiment vécu dans un environnement qui n'est pas très bon parce que leurs parents ont subi beaucoup. Et il y a des conflits, il y a des choses. Et aujourd'hui, nous voulons vraiment être un outil intentionnel du calme. Mais du calme, quand les gens parlent, you have to be kind and calm, c'est pas une chose qui s'amène comme ça. Et puis quand on dit que c'est you have to create trust, c'est pas une chose donc il y a des stratégies. Nous sommes en train de voir comment cette histoire qui a été créée par l'orphelinat peut être aujourd'hui éducatif, scientifique, mais aussi intentionnel pour la communauté à venir. Et je crois vraiment que pour le futur, pour le Rwanda, nous sommes vraiment très ravis d'avoir le leader qui est assez qui est assez pour ça, qui veut voir comment les enfants qui viennent ont une éducation intentionnelle, quoi. C'est pas juste aller avoir... Parce que les jeunes qui ont fait les génocides, ils étaient dans les écoles, mais ils ont été interrompus parce qu'ils étaient dans leur partie, le bas partie du cerveau, the downstairs brain. Et pour nous, et je crois que c'était un bon moment d'apprendre l'histoire. Et vraiment, je voulais être reconnaissant et remercier le Mémorial de Shoah, IWUKA et d'autres partenaires qui est dans cet mouvement d'avoir le nouveau Rwanda. Donc, je voulais en finir de dire que je suis vraiment très honoré d'être parmi vous et d'être, je ne sais pas, ça m'a donné beaucoup des émotions hier, parce que c'était le 4 et c'est là où papa est parti. Mais il savait que ce temps allait arriver et je me suis dit que pour garder son mémoire, c'est de travailler pour la justice, c'est de travailler, d'être unis. Et ce que comme message, ou bien que j'espère que vous aussi, vous partez avec, c'est aussi de se ressentir, d'avoir un temps de soi-même. Et parce que vous travaillez beaucoup à ces sujets qui est très dur. J'ai eu une bonne discussion, une conversation ce matin avec Dominique à ce sujet. Et
I wish you healing and hope. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Patrick, pour ces mots et ce témoignage très fort qui soulèveront, je n'en doute pas, énormément de questions, notamment sur la situation dans ce petit quartier de Nyamirambo au début du mois d'avril. Et on imagine, on essaye d'imaginer la force morale qui a été nécessaire pour résister finalement à la détermination de ceux qui sont sur les barrières juste au dehors et qui cherchent à pénétrer dans l'orphelinat. Et donc moi j'aurais un certain nombre de questions peut-être sur cet affrontement en fait entre les ruses, les ressources mobilisées par votre papa, sa détermination aussi d'un côté, et puis ses adversaires, comment faisait-il pour les repousser? Vous nous avez donné des éléments, mais je crois qu'on va y revenir aussi avec les deux autres interventions. Karl, donc vous étiez aussi à Kigali en 1994 et dans les années qui ont précédé, et donc nous sommes heureux aussi de pouvoir entendre votre témoignage. On a parlé de l'importance de l'eau il y a un instant. Voilà, donc vous avez aussi une vingtaine de minutes. Merci beaucoup d'être avec nous et on va switcher en anglais. Merci. Merci. Et bonjour. Je suis désolé que je ne peux pas bien expliquer toute l'histoire en français. Même I don't want to hurt your ears with my French. And so, if anybody didn't get a Donc, translating, si vous n'avez pas de casque, levez la main afin qu'on vous donne un casque pour la traduction. Merci au mémorial ici à Paris, à Pauline et à votre groupe. C'est un privilège d'être avec vous aujourd'hui. C'est un privilège tout spécifique parce que nous sommes dans les 100 jours de commémoration qu'on appelle donc se rappeler, unité et renouveler. Pour nous, pour certains d'entre nous, c'est comme si c'était hier, au moment du génocide. 30 ans plus tôt, c'était indépendant. Donc, avant que je commence à vous parler de l'histoire, je voudrais dire que c'est vraiment un grand plaisir pour moi que d'être ici avec Patrick. C'est un honneur. Et j'ai la gorge serrée en vous parlant. Parce qu'on regrette Damas. Damas, on était comme des enfants avec lui. Damas avait 33 ans, j'avais 36 ans. Il avait 9 mois, à vrai dire. Et c'est vraiment très chouette d'être ensemble. Et le fait qu'il y a le centre, le mémorial, en fait, et qu'il soit vraiment toujours concentré sur les besoins des orphelins, en fait, ils n'ont pas changé la mission au cœur, ils ont changé donc les méthodes pendant le Covid notamment, l'éducation par rapport au traumatisme pour les enfants et les parents dans la communauté, pour la prochaine génération des traumas. En fait, les photos que j'ai ici, je vais vous montrer ici. Donc le programme pour l'après l'école à Gisimba. Vous pouvez donc faire une petite recherche sur Internet. Vous pourrez ainsi suivre le travail qui est fait au mémorial de nos jours. Donc je suis vraiment tout à fait reconnaissant d'être ici avec ce jeune homme. Et bien sûr que je vois son père. Et c'est un héritage vraiment très très chouette. Avant que de commencer mon histoire, je voudrais faire une petite pause et penser à plus d'1 million de personnes qui ont péri en 1994. Nous ne saurons jamais ce que représente cette perte pour les gens qui sont restés. Nous essayons de voir comment est la meilleure façon de commémorer, d'unifier, de renouveler tout cela. Et le meilleur héritage que ceux que nous avons perdus nous ont donné, c'est de construire la paix, de construire la compréhension, d'avoir une façon plus inclusive de résoudre les problèmes et d'établir des relations.
En 2004, un documentaire a été fait sur PBS et sur la BBC qui s'appelle Les fantômes du Rwanda. Peut-être que vous le connaissez. Vous pouvez le trouver sur YouTube aujourd'hui. Et étant donné que j'étais là-bas pendant le génocide, je fais partie des gens qu'ils ont interviewés. Donc les professeurs m'ont demandé de venir parler dans les classes. Pendant 4 ans, j'ai fait cela. La semaine dernière, j'étais à Denver avec ce groupe d'étudiants et je racontais des histoires donc, à des petits-enfants, même à la maternelle, pas sur le génocide, mais sur la façon dont on a pu se retrouver en tant que famille, sur le respect, sur l'empathie, sur l'inclusion. Je suis certain que je ne serais pas en train de voyager dans les écoles 30 ans après le génocide si ce n'était pas pour donc, ce renouveau et pour l'unification. Donc, je raconte ces histoires. Et tout d'abord, je voudrais vous parler de quand ma famille a déménagé là-bas en 1990. On construisait des écoles, des cliniques. On était aux côtés des Rwandais pour donc améliorer leur vie. On a été là-bas pendant 4 ans avant le génocide. Et lorsque la guerre a commencé en 1990, les gens ont commencé à être chassés de leur maison au Rwanda. Et donc, on a commencé à travailler dans les camps des déplacés dans tout le pays. C'était un moment vraiment très misérable dans les 3 ans avant le génocide. Donc, on était très enthousiasmés que cette souffrance dans les camps allait finir, qu'on allait avoir un nouveau gouvernement. Et il y avait tellement d'espoir à ce moment-là. Mais nous savons tous qu'il y avait un petit groupe d'enfants et un petit groupe d'hommes et de femmes qui se sont dit on ne va jamais partager le pouvoir. En fait, ce n'est pas une histoire de haine et de combat, il y a plus d'amour là-dedans. Des gens qui avaient donc une histoire mixte entre les Hutus et les Tutsis. Et il y avait un petit groupe d'hommes qui voulaient donc rompre les liens entre ces deux communautés et qui allaient remporter un certain succès à voir dans leurs voisins leur ennemi. Voilà, c'est comme ça que je commençais à parler du génocide aux différents étudiants. On pensait qu'on allait se débarrasser d'un problème en se débarrassant d'une certaine partie de la population. C'est le génocide à son pire. Et ce n'a pas beaucoup changé au cours des 20 ans. Parce que malheureusement, encore dans mon esprit, je ne veux pas tuer qui que ce soit, mais peut-être qu'on se dit qu'en les enlevant du gouvernement, en les excluant, eh bien c'est aux racines du génocide vraiment. Donc on voyage, on raconte cette histoire de 1994 et la façon, une fois que l'avion a été abattu, comment les tueries ont commencé. Ils ont commencé par tuer le Premier ministre et puis les soldats des Nations Unies ont abattu certaines personnes et puis ensuite il fallait donc abattre les soldats des Nations Unies. Et donc un jeudi soir, un gang est arrivé à notre maison, je ne sais pas pourquoi, ils pensaient peut-être que la famille blanche que nous étions était belge. En fait, ils avaient reçu l'ordre de tuer des Belges et donc ils essayaient de voir le lien entre les Tutsis et les Belges. Je ne sais pas ce qui était dans leur esprit, l'esprit de l'interamoué. En fait, on essayait donc de mettre les enfants dans le couloir pour avoir autant de murs que possible entre eux et les balles. Et on argumentait pour essayer de sauver leur vie. Et pendant des années, je me suis demandé, mais comment peut-il faire ça? Comment arrêter la violence? Les jeunes femmes, les tantes, les mères, et ces femmes, en fait, on essaie de comprendre comment des voisins pouvaient trahir d'autres voisins. Ça fait partie de la façon dont on peut commencer à comprendre, plutôt que de dire « Oh, ces gens n'apprécient pas la vie ».
Il n'y a pas de réponse vraiment à ce qui s'est passé, mais peut-être essayer de voir comment le cerveau fonctionne. Ça, c'était un jeudi soir. Le vendredi, l'ambassade américaine a dit « Nous quittons le pays. Tout le monde doit partir, et pas seulement l'ambassade américaine. Les Français, les Canadiens, les Belges ont dit « Non, personne ne doit rester au Rwanda. » Ils nous ont donné 2 ordres. Un, c'est « Vous devez partir. 2, vous ne pouvez pas emmener des Rwandais avec vous. » C'est très, très dur de parler de cela aux côtés de mon frère rwandais qui est ici. Donc, on a tué des gens basés sur leur carte d'identité. Nous, en Amérique, eh bien, on a dit non. Non, on ne peut pas faire cela. On ne peut pas vous aider. Vous n'êtes pas notre responsabilité parce que vous n'avez pas la bonne carte d'identité. Dans notre maison, nous avions cette jeune femme qui vivait avec nous, qui aimait nos enfants. Elle avait une carte d'identité Tutsi. Et ce jeune homme aussi. Et on a dû dire à ces gens qu'on devait les abandonner. Nombre de jeunes femmes, en fait, disaient « On n'a pas peur d'être tué au Rwanda. Ce dont on a peur, c'est ce qui se passe avant d'être tué. » Les gens au Rwanda ont été tellement gentils, tellement hospitaliers envers nous qui étaient donc étrangers. Et donc, on a pensé qu'à ce moment-là, on pouvait aider nos privilèges pour aider au moins ces 2 personnes dans notre maison. On ne savait pas que plus d'1 million de personnes allaient être tuées. On ne savait même pas si les Nations Unies allaient quitter le pays ou pas. Nous avons essayé de prier, nous avons pensé que nous n'avions pas le choix. Tout le monde n'a pas la même histoire. Et moi, j'ai dit, non, nous, on a le choix. Nous sommes des citoyens américains privés. On n'a pas à obéir au gouvernement américain. Et donc, le gouvernement me dit, vous devez partir. Les organisations de l'Église pour lesquelles je travaillais m'ont donné l'ordre de partir. Et à côté de moi, il y avait ma femme qui soutenait. En fait, notre première priorité, c'était nos enfants, bien sûr. Et ici, mon téléphone ne semble pas coopérer avec moi pour vous montrer les photos. Je pense qu'il souffre du jet lag. On me demande de ne pas traduire. On va récupérer le téléphone d'ici très peu de temps. Mais donc, ma femme était à mes côtés dans cette décision que j'ai prise. Et nous avons pensé que pendant au moins 2 semaines, en fait, on pensait que ça n'allait pas durer, que le monde n'allait pas nous tourner le dos et n'allait pas tourner le dos donc à ces milliers de Rwandais. Bien sûr, nous avons eu tort. Ma femme a décidé donc de prendre mes enfants, de les mettre en sécurité à Nairobi, et moi j'ai dit que j'allais rester. Et lorsque j'ai dit au revoir, j'ai dit je vais rester pour 2 semaines. Ça ne peut pas durer plus de 2 semaines, c'est pas possible. Donc je ne veux pas passer trop de temps sur 1994. Patrick a déjà expliqué certains des défis qu'il a fallu relever lorsque j'ai d'abord arrivé. Lorsque je suis arrivée donc à l'orphelinat à Gisimba, j'ai trouvé en fait des tombeaux d'enfants, des tombes d'enfants. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en fait, je pensais qu'ils avaient été tués par le génocide. Et non, en fait, ce n'était pas le génocide qui les avait tués, c'était la diarrhée. Donc, j'ai essayé d'apporter donc de la nourriture et de l'eau à l'orphelinat pendant 3 mois. Il y a plus encore en tant qu'histoire. Moi, j'ai enregistré des histoires. Après 2 semaines, en fait, j'ai réalisé que il se pouvait que je ne survive pas.
J'avais cet optimisme de jeune qu'en fait on pouvait durer pendant au moins 2 semaines. Mais après 2 semaines, les tueries étaient à une échelle tellement horrible. Des milliers, des dizaines de milliers de personnes étaient tuées chaque jour. Et donc j'ai commencé à réaliser que peut-être je n'allais pas survivre. Et donc j'ai commencé à enregistrer des cassettes pour ma femme et mes enfants. Au bout de ce génocide, j'avais plus de 9 heures d'histoires que j'avais enregistrées pour ma femme et mes enfants. En 2011, j'ai pris ces enregistrements et j'ai écrit ce petit livre qui s'appelle I'm Not Leaving, je ne vais pas partir, qui sont basés donc sur les 3 mois du génocide. Ce n'est pas après le génocide. Donc, je ne savais pas Damas avant le génocide. Vous savez comment j'ai découvert Damas? Tarsis Denzao, qui était le leader du génocide, en fait. Le leader du génocide à Kigali. Cet homme, en fait, devait être arrêté et porté donc devant la justice pour génocide et mis en prison. Et en fait, moi, j'ai dit à Carl, non, il m'a dit... Ce que j'ai compris, c'est qu'il fallait que je développe une relation avec les gens qui étaient au pouvoir. C'est un conseil qui est un petit peu dingo parce que ces gens qui étaient au pouvoir commettaient le génocide. Mais la façon dont Samantha Powers explique dans son livre Chasing the Flame, donc Sergio, qui était un diplomate brésilien, parlait des Khmers rouges. Il travaillait avec eux avant qu'ils soient traduits en justice. Et il dit, aujourd'hui, ce sont eux qui ont le pouvoir. Un jour, ils vont être traduits en justice. On fera en sorte que ce soit le cas. Mais aujourd'hui, il faut qu'on travaille avec eux pour sauver des vies. Et donc, c'est comme si le déni du génocide avait déjà commencé au cours du génocide, parce que le message qu'il donnait, c'était que c'était la guerre. Il ne déniait pas. Il ne niait pas qu'il y avait des gens qui étaient tués. Il niait que c'était un génocide. Donc, lorsque je suis allée le voir, cet homme-là, et il nous a dit, oui, bien sûr, on est en guerre, mais il y a des orphelins. Et donc, il m'a dit, oui, vous pouvez aller avec la personne qui est chargée des affaires sociales. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai pu donc faire quelque chose pour les orphelinats. Par exemple, lorsque j'ai stocké de la nourriture pour les orphelinats, je les ai stockés donc dans le bureau de cet homme qui était à la tête du génocide. Donc, il s'agissait de trouver des alliés parmi les ennemis au cours de cette aventure. Donc, le génocide allait prendre fin lorsque le Front patriotique rwandais a libéré le pays. Le génocide ne s'est pas terminé de lui-même. En Amérique, j'ai dit souvent, nous avons commis le génocide et on est resté au pouvoir. Au Rwanda, ça allait changer. Ça allait être vraiment énorme pour les Rwandais, mais aussi pour ma famille, pour ma femme et pour mes enfants, alors qu'on a été réunis à la fin du génocide. Donc, je serai toujours reconnaissant envers le Front patriotique rwandais qui a mis un terme au génocide et qui a relevé le défi après le génocide. Et pendant 3 minutes, je vais vous parler donc des idées que j'ai eues. En fait, tous les étés, je retourne au Rwanda et on va essayer de parler donc de ces 300 ou 400 000 personnes qui ont été accusées de génocide. Jamais auparavant, il n'avait jamais été question donc, de traduire en justice ces personnes ordinaires. Eh bien, au Rwanda, on a dit oui, il faut qu'on traduise en justice ces personnes. Mais avec ce système, donc, ça allait prendre 300 ans, un système traditionnel de traduction en justice. Donc, comme vous l'avez entendu, on allait construire un nouveau modèle pour les personnes qui avaient commis ce génocide. C'est assez complètement dingue parce que
with vous people who have alliez done the worst essayer crimes donc that we de know traduire on en the planet. justice des But personnes qui Rwanda's avaient like, in commis effect, les we pires need them crimes que l'on back connaît at home, sur la back in the planète. classroom, Nous, on back in s'est the dit hospital, in the que health ces center, gens-là devaient providing for their retourner families. donc Genocide dans les stems from centres de thinking that santé, says dans my les world would be écoles. better without you in it. Et Trust and il healing fallait stems from donc thinking that says my world would be better que with you in it. l'on soit I persuadé hate to say que this next ces part. gens Even if qui you avaient committed commis ce genocide. génocide devaient In rester effect, donc dans le that's what they've système. chosen to do Et in c'est ce qu'ils ont Rwanda. choisi de To faire shift au their Rwanda, country away from a de déplacer leur punitive pays blame mindset d'un état to a d'esprit restorative punitif et de healing blâme mindset. pour And the way donc that they're avoir going une to do justice that is restaurative they're et going to do avoir away with the donc death cet penalty état in their d'esprit. Constitution. They Et say a donc, third of dans all la Constitution, ils decision-making disent groups que from the les parliament groupes de to prise de Gacaca, a minimum of a décision third allaient have to avoir be le women. cha-cha. And they'll have these Et community courts, donc, il allait y more than avoir donc 12,000 ces all tribunaux over the country for communautaires, more plus de than 12 10 000 dans years. tout le pays, A place pendant where plus de people 10 can ans, un confess, endroit où les gens they can pouvaient learn where faire des family members are confessions, buried, they pouvaient can apprendre begin où to les membres de talk la famille together étaient and learn the enterrés, truth. et ils pouvaient My apprendre à se Rwandan parler friends have les uns said les it's autres. so Mes amis hard to rwandais reach m'ont dit healing c'est when tellement you difficile haven't de yet connaître la accepted what guérison happened. lorsqu'on n'a pas And encore learning the accepté ce qui truth s'est is part produit. of Et accepting, apprendre la learning what vérité happened fait partie there. de cette So this, acceptation. I said 3 minutes and I'm sure I'm past that. But Donc, the 1.9 million cases, il y a 12,000 1,9 courts million around the country. d'affaires And dans ces that's 12 000 what, tribunaux this little pyramid is just my qui idea. I'm not an ont été academic. mis en I place just am dans le trying to pays. understand C'est as an est ordinary person représenté par and as a cette person pyramide struggling with qu'on my own appelle trauma from the genocide, my Gakaka. own anger from the En fait, genocide. et And so ça I représente see aussi this la unpacking colère of the par rapport à harm ce as Gacaca. génocide. Donc, il I fallait see se this repair décharger program de cela as the community pour mettre cela service sur that le they did. Gakaka. And you Avec un can't service pay back communautaire. for killing. Bien sûr, How on ne can peut you pay pas back rembourser killing and les rape? tueries. On ne But peut you pas can, rembourser, en Rwanda quelque has sorte, said, reinvent les yourself. viols et les tueries. You can be Il seen fallait as se more than a mass réinventer murderer. et So a être vu student said to différemment me donc one day, she de said, "Let me meurtriers get this de straight. masse. People did genocide in Rwanda Les and they got personnes community ont service. commis un It's like a génocide joke, like a et slap on the il y a wrist. eu aussi un And I said, service "You de are right. That is communauté. not fair. Et bien There's sûr, on nothing peut fair penser about que ce n'est committing pas genocide juste. and getting community Il n'y service. So let's a look at rien our de models. juste à commettre un If I génocide use et à obtenir des services transactional communautaires. glasses Donc, on a transformative model, it's si going to be crazy. on passe d'un It's not système going de to be justice fair. punitive transactionnelle But à un when système de justice Does restaurative transactional justice break the cycle of transformative violence? afin de How successful is briser that? le cercle de la violence, le cycle de la Rwanda, from my violence. understanding, Rwanda, dans ma prioritized compréhension, healing. a mis en place Justice is donc, important. It'll be part of the et a repair plan. priorisé la But they said guérison. healing is A what dit que will la break the guérison cycle of était violence. ce qui allait briser And le today, cercle de la, le there's no more cercle de la Gacaca violence. courts, but you know what they Aujourd'hui, il did? n'y a plus de tribunaux They set up these community Jakaka mediation et committees. ont mis en place You wanna à go la to court with place des somebody? comités de You first médiation. go Vous to voulez your aller au community tribunal, aux mediation. tribunaux They're moving avec so many eh things bien, in the vous direction of passez d'abord restorative. par ces comités de It's médiation. literally changed Ça a everything in changé, my ça a life. tout changé dans ma My vie, marriage, littéralement. my relationship Mon as a mariage, father, and ma a relation en grandfather, tant que père et en tant que the way I grand-père, look at the world, et la façon dont je regarde believing le that monde, people can en change, croyant even though fermement que les sometimes gens peuvent changer, it bien que seems parfois repulsive cela to try to semble attempt dégoûtant, in cela certain semble situations. répulsant que Rwanda has d'essayer de inspired tenter me to cela dans believe certaines that it's situations. possible. Eh bien, Thank au you. Rwanda, ça m'a fait penser que c'était possible. Merci beaucoup, Carl Wilkens, pour votre témoignage dans lequel il y a aussi énormément de... Non, parmi les éléments peut-être ou les questions qu'on pourra soulever dans quelques minutes, il y a, enfin, moi ce qui me frappe assez fortement, c'est le déséquilibre du rapport de force entre la personne qui cherche à assister, à aider, et ceux qui sont au pouvoir. Et la manière dont ce déséquilibre peut vous pousser à être dans des situations totalement impossibles, au point de serrer la main du diable, entre guillemets, pour reprendre en fait l'expression de Roméo Dallaire. Et ça m'intéressera assez peut-être de revenir sur le rapport avec Renzao ou avec Jean Kabanda aussi. Voilà, je pense qu'il y a peut-être des choses qu'on pourra essayer d'interroger et de creuser, ça me semble assez intéressant. Merci beaucoup en tout cas. Jacques Roisin,
Donc vous allez nous présenter là aussi. Alors on va changer un peu de registre de parole. Là, on va plus être dans le témoignage, mais dans si d'une certaine manière, puisque vous avez témoigné des témoignages récoltés. Voilà. Que des témoignages justes. Oui, bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup, Jacques. Ok. Bon, mais excusez-moi. Merci de me donner l'occasion de partager avec vous les témoignages des justes que j'ai rencontrés. En fait, qu'est-ce qui m'a pris? Personne qui me l'a demandé. En fait, il faut savoir que depuis 1993, j'avais un travail qui était très enrichissant humainement, mais très dur. C'est-à-dire que je m'occupais essentiellement, en tant que psychanalyste, mais pas des psychanalystes classiques. J'ai complètement subverti parce que je me suis occupé beaucoup de personnes qui étaient en traumatisme suite à des agressions violentes de toutes sortes. J'ai été aussi responsable de l'aide aux réfugiés du Kosovo en Belgique, des choses comme ça, donc des expériences diverses. Mais j'étais toujours plongé à la fois dans quelque chose de très boostant, puisque j'ai aidé des gens à aller mieux dans leurs difficultés. J'avais accroché à ces gens et je voulais vraiment me rendre efficace, c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai subverti d'ailleurs le cadre classique. Il y a des gens qui rentrent en transe chez moi. Je fais du travail de groupe, je fais du travail d'expression corporelle, émotionnelle, pour que les gens retrouvent la flamme de vie qu'il y a en eux et qu'ils retrouvent une confiance dans l'humanité qui a été détruite par les expériences. Et donc c'est comme ça que j'ai été invité par des cliniciens du trauma en 2008. Oui, j'étais pas prévu au colloque. Et puis, ils m'ont demandé, est-ce qu'on peut demander que tu sois invité? J'ai juste envoyé un grand mail, oui. Et alors, ils m'ont demandé, est-ce que vous pouvez rester 3-4 jours en plus des 4 jours prévus par le colloque? J'ai répondu, je viens 3 semaines, parce qu'ils voulaient me faire rencontrer leurs équipes. Et c'est comme ça que je suis allé au Rwanda. Et ces gens, ils m'ont emmené dans le mémorial de Gichozi, le mémorial du génocide. C'était affreux, c'était vraiment affreux parce que on voyait des machettes ensanglantées, on voyait une vidéo avec une femme qui agonise, tout ça. C'était dur de tenir. Et puis, à un moment, on passe d'une salle à l'autre et je vois une grande photo d'une femme qui a un air paisible et qui sourit et qui a l'air d'avoir un contentement. Et la photo est faite de telle sorte que quand vous vous déplacez, les yeux suivent. Je dis, qui est cette femme? Non, laisse tomber. Mais je dis non. C'est qui cette femme? Je vais vous m'expliquer. Cette femme, elle s'appelle Zoura, c'est une sorcière, mais c'est des superstitions. Et elle a fait croire aux gens qui venaient chez elle, dans sa petite parcelle, dans un bois, elle a fait croire aux Interahamwe qu'elle avait des pouvoirs, et donc ils sont partis effrayés. Et donc, elle a sauvé plus de 80 personnes, parce qu'il y a eu une enquête après. Plus de 80 personnes dans sa petite parcelle. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des justes au Rwanda. Ben oui, il y en a partout, mais moi, je n'y ai pas pensé. Et puis là, c'est une révélation. Et puis, je ne vais pas dire que j'oublie cette femme, mais j'y pense de temps en temps. Mais 3 ans après, j'attrape un vécu symptomatique qui est le même que celui de mes patients. C'est la désespérance de l'humanité. Et je me débat avec ça. Et je vois dans ma tête Zoura. Je me dis, la prochaine fois que je vais au Rwanda, je vais la rencontrer pour entendre l'humanité qu'il y avait dans cet océan de barbarie. Et je suis allé voir Zoura. Et puis, à mon deuxième voyage, donc en 2010, oui, 2 ans, 3 ans après, je ne sais plus, je suis allé voir aussi quelqu'un dont on m'a parlé, qui habitait pas loin d'où je logeais, à Nyamirambo, c'est Dissimba. C'est les 2 premières personnes que j'ai rencontrées, et puis j'en ai rencontré 4 autres, et puis j'ai rencontré quelqu'un qui avait participé à une enquête sur des justes organisée par le gouvernement longtemps avant, et puis ils avaient arrêté, c'était une enquête que partielle. Faustin Mourangwa, un avocat de Kigali, et avec lui et avec une belgo-rwandaise que j'avais rencontrée, à qui j'avais donné cours en Belgique, à 3, on a fait encore un certain nombre de personnes. Au bout du compte, j'en ai rencontré 20. Alors, c'est les actes qu'ils ont réalisés dont je vais vous parler, puis c'est qu'est-ce qui les animait dans les actes, pourquoi ils ont fait ça, si vous voulez. Et puis, je vais parler aussi de la diversité d'actes. Il n'y a pas eu que des justes qui ont sauvé, il y a aussi eu d'autres façons d'aider les Tutsis qui étaient traqués. Et je vais en parler aussi, et j'expliquerai pourquoi j'en parle. Ce n'est pas pour faire une typologie, vous ne verrez pas du tout.
Et en fait, comment ça se passait? On allait... moi, je suis allé donc chez Zora, c'était chez elle, mais on est allé nous asseoir devant des maisons, on est allé en pleine brousse parfois. À deux reprises, on est allé vraiment en pleine brousse se retrouver un sauveteur. Et puis, nous écoutions les personnes, et quand elles s'arrêtaient, soit elles s'arrêtaient pour que l'interprète me traduise, soit elles s'arrêtaient, je posais une question. C'était quoi les questions? C'est quel a été comment ça a commencé? La première fois que vous avez sauvé quelqu'un, c'était quoi? Comment vous avez fait? Et les autres, pourquoi vous avez continué? Des questions comme ça. Et puis aussi, on a demandé qu'est-ce que vous pensez de ceux qui n'ont pas fait ça? Pourquoi vous croyez que vous l'avez fait, pas les autres? Des choses comme ça. Ça n'avait aucune prétention scientifique. Moi, je ne pensais pas en faire un bouquin, c'est parce qu'on m'a demandé d'en faire un. Moi, j'allais voir des gens. C'était des rencontres humaines. Et donc, voilà, Zora, d'abord, l'ensorceleuse. Alors, pour savoir où elle habitait et trouver sa maisonnette dans le bois, j'étais en train de donner une formation au groupe de parole. Il y avait beaucoup de gens qui participaient à ça. J'essayais de faire un partage d'expérience et tout. Bon. Et j'ai parlé de ça, j'ai demandé, et puis j'ai demandé à la responsable de passer dans les tables à midi pour que quelqu'un me dise où habite Zora. Voilà. Soi-disant, personne ne savait, mais les gens savaient très bien, parce que les gens, je ne sais pas si c'est encore le cas maintenant au Rwanda, mais tout le monde connaissait Zora. C'était la figure même de la sorcière dont tout le monde avait peur. Hein? Vous savez ça? Ok. Et donc, ils avaient vraiment peur. Mais alors, à un moment, moi j'ai insisté, j'ai dit à Darius, d'ici, Guissoma, que tu connais, j'ai dit, écoute, fais le tour, parce que c'est pas possible qu'ils ne connaissent pas. Mais lui-même était très mal à l'aise, hein, tu peux lui demander, hein, puisque tu le connais. Et alors, finalement, il y a quelqu'un qui est venu nous donner un petit papier. Si vous me conduisez demain matin, très tôt le matin, près de Rouengo, là où je dois aller travailler, moi, je sais que c'est dans la région, j'essayerai de trouver son adresse. Donc, le lendemain matin, on est allé la déposer à son petit dispensaire, là. Et puis là, elle nous a mis en contact avec des gens qui nous ont dit peut-être là-bas et tout. Puis un gamin qui a dit oui, c'est par ce chemin-là. Puis un autre gamin dans le sentier qui a dit il faut rentrer dans le bois. Et c'est là un peu plus loin. On est rentré dans le bois, la première petite maisonnette. Darius et moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. On était figés là devant la barrière. Peut-être tout ce qu'on nous avait raconté, peut-être que c'était une empoisonneuse, etc. Et tout à coup, de la petite maison, il y a quelqu'un qui est sorti et qui a fait signe. J'en ai la chair de poule. Alors on est rentré, elle m'a fait asseoir sur la terre battue, là, et debout, elle a dit quelque chose à Darius. Je dis, traduis. Tu m'avais dit que tu traduirais tout. Et il ne voulait pas, j'ai dû insister. Et en fait, cette femme-là, elle avait dit, il y a quelques années, ce monsieur-là, il m'a vu au mémorial, et il voulait me voir. C'est moi, Zora, je suis là, assieds-toi. Et alors, elle a eu vraiment quelque chose qui... Bon, je ne connais pas très bien la mentalité rwandaise, mais on m'a dit que ce n'était pas classique. Elle a vraiment eu un coup de tendresse pour moi. Elle me touchait tout le temps. Elle mettait sa tête... Elle ne me draguait pas, hein, c'était de l'affection. Elle a vraiment eu de l'affection pour moi. Et alors, moi, je me sentais à l'aise. Hein, je n'avais pas peur de la sorcière, quoi. Et alors, voilà, elle a commencé à me raconter. Et je vais vous parler un peu de ce qu'elle a fait. Donc, alors... Elle m'a dit d'abord, j'avais des... Qu'est-ce que c'est ça? Regarde, dans cette pièce où nous sommes, j'ai accueilli 3 blancs comme toi. Elle voulait parler de métis. Alors elle explique que les blancs, c'est les mêmes que les noirs, à part qu'il y a eu la foudre au moment du coït, et donc ça a fait des blancs. Donc vous êtes des nôtres, nous sommes tous les mêmes. Il n'y a pas de Hutu Tutsi. Vous êtes des nôtres, tu peux le dire dans ton pays. Ils sont les bienvenus. Alors, j'avais des Tutsis cachés partout dans la maison, dans l'autre pièce là, et dans l'autre à côté, dans les autres encore, c'est toutes des petites pièces où elle mettait ses graines et tout pour ses sortilèges et tout avant le génocide. C'est là qu'elle a caché. Certains étaient tapis dans les plafonds, d'autres étaient cachés en dessous de mon lit. Alors, j'avais recueilli aussi 10 jeunes Tutsis qui, eux, pouvaient passer la nuit à l'extérieur. Je les ai installés dans un arbre dans le bois derrière la maison. Ils se liaient au tronc grâce à des cordes. J'en ai caché d'autres encore qui dormaient dans la cour. Et ceux qui dormaient dans la cour, je les cachais avec des épluchures de haricots au-dessus d'eux. Oh, j'ai bien caché une 50aine. C'est une façon de dire beaucoup, on sait que c'est plus que 80. Alors, je les nourrissais avec du manioc, des haricots, des tournesols. Je préparais aussi du thé, car je ne bois pas d'alcool et je ne fume pas. Je m'occupais des gens, je leur apportais un seau pour les besoins. Comme ça, ils ne devaient pas sortir de leur cachette. J'allais vider le seau aux toilettes à l'extérieur et les nettoyer. Et je fermais la porte à clé pour ne pas qu'ils partent. Sinon, il se serait fait tuer.
J'ai caché aussi des enfants. Je suis même allé en chercher parmi les cadavres, comme un certain Emmanuel qui vit à Kigali aujourd'hui. C'était un bébé, je l'ai emmené chez moi. Après le génocide, je l'ai élevé. Il est parti quand il est devenu grand. Alors, comment elle a fait? Eh bien, justement, des gens venaient chez moi. Quand ils arrivaient, j'allais au-devant d'eux. Et comme j'ai fait avec les gardes présidentielles, parce que les gardes présidentielles, du temps du génocide, c'est la Gestapo des nazis. Hein. On avait envoyé les gardes présidentielles pour en finir avec cette méchante femme qui cache des Tutsis. Alors, les gardes, ils n'allaient pas avoir peur, mais si, parce que, par hasard, elle avait rencontré les gardes en se promenant dans le bois, en allant chercher des plantes, et il cherchait la méchante femme. Alors, elle a donné des fausses indications. Ils ont dit, oui, il y a une pancarte, et c'est tout près de la pancarte. Oui, mais la pancarte se trouve là. Elle est allée chercher la pancarte, et elle l'a cachée en dessous de son lit. Elle a absolument voulu que je photographie cette pancarte qu'elle avait gardée, je l'ai photographiée. Et puis, les gardes sont arrivés. Et comme elle savait qu'ils allaient arriver, elle avait donné des produits aux gens qu'elle cachait pour qu'ils se vident de tous les côtés de leur corps et qu'ils vomissent et tout. Regardez, ceux-là, ils sont empoisonnés, ces Hutus-là. Je les soigne. Après, ne revenez pas, parce que leur vie dépend de moi. Ils vont me défendre. Mais ce qu'ils ont, moi, j'ai des sorts. Je peux vous jeter des sorts, et vous aurez la même chose, mais je ne serai pas là pour vous soigner, et vous allez mourir. Et donc, ils sont partis en courant. Et c'est comme ça qu'elle a fait. Mais elle a fait aussi autrement. C'est-à-dire que je lui ai demandé plusieurs fois, tiens, et tes pouvoirs, on dit que tu as le pouvoir du Nyabingi. Laisse-moi tranquille avec ça, mon fils, ne me parle pas de ça. Et alors, à un moment, je résume un peu parce que 20 minutes, à un moment, je lui dis, est-ce qu'on ne pourrait pas, une fois, je reviendrai, aller voir une personne que tu as sauvée? Elle a pris son bâton, allons-y. Alors on est sortis, et là, elle m'a emmené près de ces plantes. Et là, tout à coup, en plus, j'enregistrais plus. Plutôt que de me dire qu'elle n'avait pas de pouvoir, mais qu'elle avait fait croire, elle m'a raconté ses pouvoirs. Et elle m'a raconté les plantes magiques, le pouvoir que ça avait. Et elle dit, un exemple, il y avait des Interahamwe qui sont arrivés, et qu'est-ce qui s'est passé? Ça a fait zzz, tac, et il y a un pieu de la barrière qui s'est cassé. Ils ont eu peur, ils ont dit, c'est quoi? Mais vous avez vu comme moi, il y a eu zzz, tac. Oh, ils sont partis en courant. Parce que tout le monde était persuadé qu'elle avait des pouvoirs. Je crois, moi aussi, qu'elle a des pouvoirs. Vous verrez pourquoi, parce qu'il s'est passé d'autres choses. Mais voilà, toujours est-il que je crois qu'il y a encore plein d'autres choses. Mais oui, je peux quand même raconter ça, parce qu'on peut aussi s'amuser un peu, parce que ce n'est pas du cynisme, c'est du bon amusement. Quand on est allé chez Marie, donc un peu plus loin dans la forêt, qu'elle avait sauvée, Marie, elle riait parce qu'elle était très affectueuse avec moi. Zoura, elle riait. Bon, elle disait, tu es amoureuse du blanc et tout. Et alors, à un moment, je dis à Marie, mais pourquoi tu es allée chez Zoura? Et elle sort le nom du Nyabingi. Elle dit, j'aurais pas dû. Et Zoura lui a dit, tu peux parler tranquillement, il est au courant. Et puis, après, quand elle est sortie, il y avait plein de gens. Quand je suis arrivé, moi, je n'avais pas vu que quelqu'un m'avait vu rentrer, mais on a dit qu'il y avait un Muzungu chez Marie, sans doute, il y a plein de gens. Et Marie a dit quelque chose qui a fait rire tout le monde. Je dis à Darius, mais c'est quoi? Ah ben, elle a dit, quand on accueille quelqu'un, ben, on lui fait un cadeau, mais moi, j'ai rien. Donc, je lui ai donné Zoura comme fiancée. Là-dessus, ça fait le tour de tout le réseau des deux victimes. Et les gens ne téléphonaient plus, puisque j'étais disponible tout le temps. On me dit, tu veux pas venir faire ceci là-bas, une intervision et tout. Je disais oui. On ne disait plus, tu peux me passer Jacques Roisin. On me disait, Patrick, est-ce que je peux parler au fiancé de Zoura? Et on m'appelait le fiancé de Zoura. Bon. Alors, donc c'était des côtés chouettes en même temps. Et puis, voilà que Damas, je crois que je vais en parler après quand on va discuter ensemble, sinon ça va prendre tout le temps de mon exposé. Et donc, je vais quand même parler d'autres façons dont des justes ont fait. Par exemple, à Mabaré, là aussi c'était un coin perdu, on n'avait pas pu trouver quelqu'un qui connaissait la personne. J'avais trouvé par un document, j'avais trouvé que quelqu'un à Mabaré avait organisé la résistance de sa colline. Ils étaient à 2500 sur la colline, il y avait 500 Tutsis. Avec quelques musulmans, l'imam Youssouf, il a organisé la défense. En fait, ils avaient vu le 7 avril au soir, le 8 avril,
C'est le 6 avril l'avion. C'est le 7 avril. Le 6 avril l'avion. Donc c'est le 7 avril, ils avaient vu qu'on massacrait de l'autre côté de la rivière, parce qu'il y a une colline, des marécages, une rivière, et puis de l'autre côté, ils voyaient qu'on massacrait. Et ils ont cru que, comme on était à la frontière, le nord et le sud, ils ont cru que c'était les Kigas, c'est-à-dire les gens du nord. Les gens du nord, ils ne disent pas on est Hutu, Tutsi ou toi, ça n'a rien à voir, ils sont des Kigas. Et les Nduga, c'est les gens du sud, les Bas, Kigas, les Bantuga en Kinyarwanda. Et ils ont cru que c'était des guerres entre le nord et le sud. Et donc, ils sont allés le soir, quand les massacres ont été finis, et ils ont vu qu'en fait, on a tué les Tutsis. Alors, ils les ont ramenés, et Youssouf, il a fait des prêches. Avec toute la communauté, il a prêché pour que les musulmans et les autres, pour la bonté, soient là, et que, on sauve ces gens, et on les cache. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait des barrières aux 4 entrées. Et puis, ils se sont battus contre les Interahamwe qui sont arrivés. Mais après, les Interahamwe, ils sont arrivés avec des armes, des carabines et des choses comme ça. Et donc, ils ont perdu. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, Youssouf? À un moment, ils étaient épuisés, ça faisait des jours et des jours qu'ils se battaient. Eux, ils n'avaient pas d'armes à feu. Et donc, ils ont dit, ils étaient devant la mosquée, ils ont dit, écoutez, ceux qui ont encore la force, venez avec nous, on va aller tous se cacher dans les marécages. Ceux qui n'ont pas la force, c'est fini. Alors, il y en a qui se sont tassés dans le temple musulman, dans la mosquée, et les génocidaires ont tiraillé dedans, ils ont cassé les carreaux, ils ont jeté des grenades, ils ont tué tout le monde. Et puis, ils ont cherché ceux qui s'étaient cachés. Mais ils n'ont pas trouvé tout le monde. Et après quelques jours, les Hutus qui s'étaient cachés, eh bien, ils sont venus, la plupart ont été tués, d'autres ont été tabassés, on les a pillés. Et puis, les derniers Hutus sont venus, et la nuit, ils allaient recacher les Tutsis dans les endroits qui avaient déjà été fouillés. Mais malheureusement, c'est vraiment triste à dire, il y a 500 Tutsis qui habitaient là, il y en a 350 qui sont venus se réfugier, et il n'y en a qu'une dizaine qui ont survécu. Mais voilà, mais ils ont fait ce qu'ils pensaient devoir faire. Alors il y a beaucoup d'autres versions, mais je crois que je dois avancer. Et donc je donnerai encore des exemples, mais je passe au deuxième point. Qu'est-ce qui les a animés? Alors, ce qui les a animés, ce qui m'a frappé, c'est que c'est l'immédiateté de leur acte. Par exemple, Joséphine, une petite commerçante qui ne vend pas grand-chose, qui a une petite maison, la terre battue et tout. Qu'est-ce qu'elle a fait? Un jour, elle voit, c'est le 7 avril, elle voit deux Tutsis. Il y en a un qui est blessé. Et alors, il passe devant chez elle. Mais elle avait vu que de l'autre côté, sur l'autre colline, qu'on avait tué les Tutsis. Elle avait vu ça, donc elle a compris ce qui se passe. Alors elle fait signe, mais ils ont eu peur. Alors elle a refait signe. Et alors, elle les a cachés tous les deux entre 2 baraquements, derrière chez elle. Elle a mis des tôles, et puis elle a mis un toit. Et puis après, elle s'est rendue compte qu'elle faisait du thé pour leur servir du thé. Elle s'est rendue compte que le toit il était troué. Elle est allée mettre un parapluie. Mais personne n'aurait pu imaginer que derrière cette tôle, il y avait des Tutsis qui étaient cachés. Et c'est des choses comme ça qu'elle a faites. Et elle a eu... je suis impressionné par l'immédiateté des actes de ces personnes. Ça, c'est une première caractéristique des actes de sauvetage de la part des justes. Ou alors quelqu'un d'autre qui dit, je crois que c'est Wellers, oui, Wellers, c'est un cultivateur. J'ai entendu des cris venant de champs de sorgho, j'y suis allé vite. Ceux qui faisaient ces choses étaient aussi prudents par rapport à nous, ils nous surveillaient. Mais c'est dans ce contexte que j'ai pu sortir Mujungi des champs de sorgho. Après, il a été tabassé, quand on est venu le chercher, il a été tabassé. On voulait le jeter dans un ravin, et à ce moment-là, son beau-père, qui est un monsieur influent, politicien, Hutu aussi, c'est tous des Hutus, les sauveteurs, là, il a sauvé juste avant qu'il ne soit jeté. Quand j'ai vu que mes voisins étaient menacés et qu'on avait commencé à les tuer, je les ai fait venir chez moi. Il y a l'immédiateté de leur acte, quoi. C'est une spontanéité de bienveillance. Un deuxième trait, c'est le courage malgré la peur. Ils avaient tous peur. Ça, Damas m'a dit la même chose. Il m'a dit, je savais que je n'échapperais pas aux tueries, car dans ce temps-là, si tu cachais ne fût-ce qu'un bébé, tu devais être tué. Il a maigri Damas pendant
pendant ce temps du génocide. Joséphine de Kigali. Une autre Joséphine, 214. Ah bon, je me suis trompé de page, oui, 222, voilà. Pendant la guerre, j'avais sur moi 2 pagnes sur la partie inférieure et 2 pagnes sur la partie supérieure. Je ne mangeais pas et je ne me couchais pas parce que j'avais peur à tout moment que les tueurs arrivent pour me tuer. Enfin, j'ai d'autres témoignages comme ça. Il y a le courage malgré la peur. Il y avait une ambiance terriblement terrorisante. Toute incursion des intermoimés dans une maison était appelée attaque, de par l'atmosphère de menaces générées par leur accoutrement, le visage grimé, la tête ornée parfois de feuilles de bananier, leurs cris, les menaces proférées à l'égard des Yenzi cafards ou des Hutus qui seraient surpris à cacher des Tutsis. Et donc, il n'y a qu'une seule personne qui n'avait pas peur. C'est une exception. C'est Zoura, parce qu'elle croyait qu'elle était élue d'Imana et qu'elle il s'était passé quelque chose dans sa vie qui fait qu'elle était à l'abri de la peur, apparemment en tout cas. C'est-à-dire qu'elle, quand elle était petite, elle avait rentré les chèvres et il faisait noir, elle les avait rentrées trop tard, elle n'avait pas vu que parmi les chèvres, il y avait un léopard, un jeune léopard qu'elle avait rentré. Et le léopard ne l'avait pas mangé. Et donc, elle croyait qu'elle était protégée par son clan et par le léopard. J'oublie un peu le témoignage complet de Zoura. Mais oui. Alors, le sens des responsabilités. Oui, mais bon, je n'ai pas tellement le temps d'en parler. Alors, le sens des responsabilités, c'est ça qui lui a donné le courage de le faire. C'est de ne pas laisser des gens être tués à tort. Et puis, les valeurs d'humanité, nous sommes tous pareils, nous avons tous un nez, 2 yeux. Et puis, l'humilité. En fait, qu'une des personnes appelée la pudeur émotionnelle. Bon, malheureusement, on me demande d'aller un peu plus loin. Donc, il y a une série comme ça de caractéristiques qui ont fait qu'il y a des gens qui ont osé tuer. Alors, je vais quand même encore mettre un point. C'est le fait que il y a des diversités d'actes de sauvetage. Il n'y a pas eu que les gens qui ont caché chez eux. Il y a aussi des gens qui ont participé à... Mais écoutez, je suis un peu perdu par tout ça, surtout qu'il y avait des tas de choses que je voulais raconter que je ne raconte pas. Mais je vais prendre l'exemple de Rose. Bon, Rose était une jeune femme en fuite, avec son fils de 3 ans, sa fille d'1 an et un bébé. Elle est arrivée chez une voisine, était venue lui proposer de venir la cacher chez elle. Et puis alors, le mari a chassé Rose. Alors, elle a passé 3 barrières. Elle a cru qu'on allait la tuer. Mais à la première, l'homme demande « Où vas-tu avec ta mère ?» Et le garçon répète une phrase qu'il avait appris par cœur. « On va à l'hôpital parce que le bébé est malade. » Et puis, il y a un Hutu qui l'a caché et un autre Hutu qui venait régulièrement lui donner à manger. Et je suis un peu perdu parce que le temps est là et je voulais parler à mon aise et c'est plus possible. Phase de questions, donc on va avoir du temps encore. Oui. Ok. Mais donc, elle est arrivée chez Bisimba et c'est là qu'elle a été cachée pendant tout le reste du génocide.
Bon, là, je suis désolé, mais je suis un peu perdu par Si l'émotion. vous voulez, Jacques, ce que je vous propose, c'est oui. qu'on peut peut-être passer à la phase de questions, comme ça vous retrouvez la thématique sur laquelle vous souhaitez intervenir. Alors, merci beaucoup à tous les trois. Excusez-moi, c'est l'émotion. Bien. Donc, merci beaucoup à tous les trois pour vos témoignages et vos interventions. Moi, j'ai énormément de questions à vous poser, mais ce que je vous propose, c'est comme on est un petit peu contraint par le temps, je vous propose que nous prenions 3 questions dans la salle, et puis nous allons ensuite y répondre successivement. Enfin, vous allez y répondre. Oui. Vous m'entendez? Là, ça marche. Voilà, d'abord pour dire que je connais bien cette histoire, puisque j'ai fait un documentaire sur France 24 que je vous invite à regarder sur YouTube, parce que comme c'est France 24, on ne le voit pas en France, et je suis quand même heureux qu'il y ait 620 000 vues sur YouTube. Ça s'appelle « Les Justes du Rwanda ». Voilà, donc je voulais amener quelques petites infos sur Damas, que j'ai vu à de très nombreuses reprises. Damas qui, parmi les techniques qu'il a eues pour faire en sorte que les tueurs ne viennent pas massacrer les enfants, Patrick l'a dit, il a commencé d'abord, il avait fait une collecte auprès des gens qui étaient là pour avoir un peu d'argent. Et puis, ça s'est très vite avéré insuffisant. Il y avait donc ces vivres du CICR qui étaient en abondance. Et donc là, il les distribuait bien évidemment aux enfants, mais aussi aux chefs de la milice, aux chefs des Interamwe, parce que les chefs des Interamwe, en fait, comme il n'y avait plus rien dans Kigali, il n'y avait plus de commerce, il n'y avait plus de nourriture, même pour les tueurs. Et donc, les chefs de la milice, ils organisaient le marché noir et ils se faisaient de l'argent avec ça. Et quand même ça, il n'en a plus eu à disposition, il a eu un subterfuge absolument incroyable, puisqu'il disait toujours aux chefs de la milice, il leur disait, vous voyez, moi, les enfants qui sont là, moi, je ne sais pas reconnaître un Hutu d'un Tutsi. Je suis désolé, vous peut-être, moi j'y arrive pas. Et ils n'ont pas de papier. Et puis, vous, peut-être qu'il y a votre cousin ou votre oncle qui a amené un enfant ici parce qu'il est parti ailleurs et que si vous les tuez, vous allez peut-être tuer des gens de votre famille. Et donc, Damas avait ce talent absolument incroyable, et c'est ce qu'il disait. Il les a sauvés, bien sûr, grâce à de l'aide, notamment de M. Wilkens, avec l'eau qu'il a expliqué, parce que l'eau, c'est encore plus important que la nourriture pour la survie. Mais il y avait la parole. Et il disait, il ne savait pas parfois d'où lui venaient les mots, parce qu'il y avait des assaillants qui venaient de partout, puisqu'il expliquait qu'au début, il y avait de la clôture, mais ensuite, ils ont enlevé les poteaux de la clôture pour faire le bois, du moins pour utiliser le bois de ces poteaux pour faire la cuisine. Et donc, les gens entraient de tous les côtés. Donc, c'était absolument infernal. Donc, sur l'immédiateté, je voulais dire qu'il y a du vrai, mais il y a aussi des gens, puisque dans ce film, vous verrez qu'il y a par exemple Joséphine et Froduald. Et Froduald, lui, le génocide a commencé dans sa région plus de 15 jours après. Et Froduald, lui, non seulement il a recueilli, mais il allait au-devant des Tutsis. C'est-à-dire que c'est lui qui est allé dans une paroisse pour dire je sais qu'il y a des Tutsis qui se cachent, ils vont venir, venez, et il les a cachés dans des trous. Donc ça, c'était les quelques réflexions que je voulais apporter, mais aussi sur, non pas une typologie, mais moi je me suis basé sur un rapport qui a été fait par le professeur Kayishema à la demande d'Ibuka, de M. Simburu Dali, qui était président d'Ibuka au Rwanda à l'époque, et qui a recensé sur 1/10 du territoire seulement 270 justes. Mais bon, lui expliquer que, encore une fois, on parle des justes, mais on parle des justes qui ont survécu, parce que la plupart des justes ont été tués, puisque, bien évidemment, quand on cachait un Tutsi, on savait qu'on risquait la mort, soi et même parfois sa famille. Et beaucoup de gens ne sont pas honorés parce qu'ils sont morts d'avoir été des héros. Donc ça, c'est aussi important de le comprendre. Et la dernière chose que je voudrais ajouter, et que m'a dite M. Kayeshima, qui est très troublante, c'est que
vraiment une majorité écrasante de ces justes sont des gens qui n'ont pas eu de niveau scolaire, qui étaient des marginaux, qui étaient des gens qui en fait ont puisé leur force dans l'éducation de leurs parents, dans l'exemplarité de leurs parents. Beaucoup de leurs parents ont sauvé ou ont aidé des Tutsis en 1973 notamment, quand il y a eu des massacres. Et cette exemplarité, cette éducation de la famille a remplacé l'éducation de l'école qui, elle, était, on le savait, vraiment très divisionniste, ethniste et qui était de la propagande. Et donc, c'était particulièrement étonnant de voir que c'est les gens les moins riches, les moins diplômés, qui ont eu le plus grand cœur. Et voilà ce qui m'a marqué. Donc ça s'appelle Les Justes du Rwanda, si ça vous intéresse. Ça dure 42 minutes. C'est sur YouTube, vous tapez ça. Et il y a la version en anglais que j'ai envoyée à M. Wilkens. Merci à vous. Merci beaucoup pour ces précisions importantes, notamment sur l'enquête d'Ibuka de 2010. Et il y avait déjà une enquête en 2001, Ibuka, très précoce sur le sujet. On va prendre 2 autres questions, mais merci d'être beaucoup plus synthétique pour qu'on puisse avoir un temps de parole pour nos 3 invités ici. Moi, je voulais savoir, au Rwanda, est-ce qu'il y a... Parce qu'on dit les justes, mais les justes, c'est un diplôme qui est donné par Yad Vashem. Comment ils sont aujourd'hui? Quel est le statut, en fait, de ces personnes qui ont sauvé dans la société? Merci beaucoup pour la question. Quel est le statut, effectivement, de ces personnes? Et peut-être quelle distinction peut-on faire avec les héros nationaux? Est-ce que vous pourriez nous expliquer peut-être la distinction à opérer entre les deux, s'il y en a une? Oui. Je crois qu'on les appelle Abarinzi B'igihango. Et ils sont, donc ce sont les justes, c'est Abarinzi B'igihango, et ils sont reconnus et parmi Carl Wilkins et Umurinzi B'igihango, il a été reconnu au niveau national aussi. Donc c'est cette distinction. Je peux ajouter quelque chose à ce que tu dis. C'est qu'il y avait 3 critères pour les reconnaître comme justes au Rwanda. C'est d'avoir sauvé au moins un Tutsi et n'avoir d'aucune façon participé à des actes malveillants à l'égard des Tutsis. Mais aussi, d'après le génocide, avoir contribué activement au témoignage sur les faits de génocide, par exemple en participant au Gachacha. Et troisièmement, après le génocide, avoir favorisé le processus de réconciliation, par exemple par des propos non ségrégationnistes ou par la participation aux commémorations officielles du génocide. Je veux dire que moi, je n'ai rencontré que des personnes qui répondaient aux premiers critères, c'est-à-dire que des gens qui avaient sauvé sans aucune recherche d'intérêt personnel et qui n'avaient pas non plus, par ailleurs, été malveillants à l'égard des Tutsis, parce qu'il y en a qui ont sauvé leurs amis et qui ont génocidé les autres. Mais moi, je me suis occupé, les 20 personnes que j'ai rencontrées, c'est des gens qui étaient dans un esprit, je dirais, d'humanité par rapport à tout le monde, et qui trouvaient injuste qu'on tue quelqu'un parce qu'il est Tutsi. Et c'est pas parce que c'était leurs amis ou quoi. Ce que j'ai ressenti quand j'ai rencontré Damas, je l'ai rencontré chaque fois que j'allais. Et après, quand j'ai fini mon livre en 2017, j'ai acheté 40 exemplaires. Je suis allé le donner à tous les gens qui m'ont aidé, qui m'ont hébergé, qui ont traduit, qui m'ont trouvé des gens que je pouvais interviewer. Et bien sûr, les justes eux-mêmes. Et je peux dire que Damas, il m'a fait ressentir le tourbillon dans lequel il était, parce qu'il cachait des gens dans son orphelinat. Il avait caché des adultes dans les plafonds, sous les lits, dans des recoins. Et quand les Interamwe venaient, je leur montrais les enfants. Il avait aussi expliqué aux enfants qu'il y avait des enfants qui étaient classés Tutsis, mais que ça ne comptait pas, que ce n'était pas important, et qu'ils ne pouvaient pas dire qu'il y avait tout à coup des enfants qui n'étaient pas là depuis longtemps. Il dormait très peu. Donc il y a un tourbillon comme ça dans lequel il était. C'est ça qui fait qu'il ne savait presque pas manger. Il a maigri très fort pendant le génocide. Et puis, comment il a fait? La parole. C'était surtout la parole. Je vais le citer. J'entraînais l'Interamwe qui venait pour
prendre des enfants en disant qu'il y a sûrement des Tutsis, pour voir leur physiologie, comme si on pouvait les reconnaître. Il leur donnait de l'argent. Et puis après, il leur a donné la nourriture, puisque la nourriture de la Croix-Rouge était refusée par les réfugiés de l'avancée du FPR, les gens qui se sont enfouis. Et donc, il avait beaucoup de vivres, il a donné. Et puis après, il n'avait plus de vivres, et puis après, Karl est arrivé. Et il m'a dit, ce qui a fait le déclenchement entre Karl et lui, c'est que il t'a expliqué dans quelles conditions il était, qu'il avait épuisé son argent, il donnait son argent, il commençait à épuiser ses vivres. Et toi, tu as dit, je vais venir 2 fois par semaine, parce que ce que je vois est impossible. Et c'est comme ça que tu es venu. Et tu es comme les je n'ai pas eu le temps, puis j'ai perdu un peu, parce que j'étais tellement ému de me rappeler des tas de choses que j'ai apprises, parce que c'était boostant de rencontrer les justes, mais c'était dans un contexte de génocide qui était affreux. Et donc, je voulais dire que, ben voilà, de nouveau, je suis ému par quelque chose, mais je voulais dire que tu as beaucoup aidé, et comme les autres justes, en fait, tu es quelqu'un de très humble, mais tu les as vraiment aidés, et tu as organisé, grâce à l'aide de la personne que tu disais, tu as organisé le fait que quand Damas a reçu la visite d'un espion à lui, qui est allé dans une réunion génocidaire, et qu'on a dit demain, on va tuer tout le monde là-bas, on va commencer par Damas, il a perdu le sens de l'orientation, tout. Et les 2 fois qu'il m'a raconté ça, il était comme un enfant, comme un de mes patients traumatisés. J'ai dû m'en occuper pour qu'il puisse parler, qu'il puisse m'expliquer, qu'il puisse se remettre de l'angoisse terrible dans laquelle il était quand on est venu lui annoncer ça, qu'on allait le tuer, qu'on allait tuer tout le monde. Et alors, il ne savait pas ce qu'il allait faire. Et là, peut-être que j'ai mal pris le témoignage de Damas, mais ce qu'il a fait, c'est qu'il est allé au CICR. Et que là, au CICR, il y avait le gars, Laurent, je ne sais pas comment, voilà, il était là. Donc, ils ont parlé avec le gars du CICR sans lui. Et heureusement, un moment, Karl, toi, tu as lancé sur ta radio un appel au secours parce que tu étais passé, tu avais vu qu'il y avait des génocidaires qui arrivaient. Et donc, tu as pu rentrer en communication avec Damas. Et tu lui as dit, je viens d'obtenir ou bien tu t'es vite empressé d'avoir l'aide d'un responsable génocidaire qui a voulu se faire passer pour quelqu'un de bon et qui a dit, oui, ça va, tu peux emmener tous les enfants qui sont là. Il ne savait pas qu'il y avait des adultes, il y avait 80 adultes qui se sont cachés dans les cars en dessous des enfants et que vous les avez amenés à Saint-Michel, qui était un endroit qui était préservé, où le génocide n'avait pas lieu. Et c'est comme ça que, grâce à Karl, il a l'humilité des autres justes, les enfants et les 80 adultes, c'est-à-dire 397 personnes, ont été sauvées. C'est un moment qui est effectivement important. Il me semble que l'autorisation a été donnée par le Premier ministre du gouvernement intérimaire, Jean Kabanda, si je me souviens bien. Oui. Peut-être que Karl ou Patrick, vous voulez rebondir sur cet épisode ou sur les propos qui ont été tenus. Par où commencer? C'était l'un des pires jours du génocide. Je ne savais pas qu'ils étaient venus la veille avec la menace de tuer tout le monde. Et moi, je suis arrivée avec un camion plein d'eau. Et dans 5 minutes, on a été entouré par les gens de la milice. Donc, après le génocide, les personnes ont choisi à qui ils avaient confiance dans la communauté. Bien sûr, Damas a été choisi. Et donc, il venait au cours des Gachacha, et je me rappelle plus de l'année. Le Gachacha, en général, c'était pour les gens ordinaires. Pour les personnes haut placées, non. Pour les gens au milieu, parfois. Et donc, le leader du squad qui a perpétré les tués, qui voulait tuer Damas, allait se présenter donc devant le tribunal de Damas,
qui était, en fait, Damas était le chef de tous les juges. Et en fait, lorsque l'escouade des tueurs se présentait au tribunal, eh bien, Damas me disait, moi j'ai rencontré le chef de ce squad 20 ans après le génocide. J'ai dit, Damas, moi j'ai rencontré Grégoire en prison le dernier vendredi. Et Damas, il a dit, oui, il est en prison pour la vie. Et je lui ai dit, non, en fait, il nous a dit qu'il avait encore 18 ans à passer. Damas a dit, eh bien, ils ont changé sa peine parce qu'il a coopéré beaucoup au cours du Gacaca. Il nous a dit des choses qu'on n'a même pas demandées. La plupart des gens au Gacaca, ou nombre de personnes dans le Gacaca, disaient aussi peu que possible. Mais donc, lui, il a dit, donc, il a communiqué les jours, les dates, les endroits, etc. Et donc, j'ai dit, Damas, est-ce que ça t'embête que cet homme va être en prison pour le reste de la vie et que dans 18 ans, il va être libre? De toute façon, Damas a dit 13 ans, 18 ans, il devrait être libéré et nous aider à reconstruire le pays plutôt que d'être en prison et manger la nourriture du gouvernement. Et Damas n'avait aucune animosité contre cet homme. Tout ce qu'il avait à dire, c'était des choses positives sur la façon dont il se sentait donc, dans ces tribunaux communautaires, les Gacaca. Une fois, je parlais de Damas avec un groupe de professeurs. Il parlait donc de l'indulgence. Et cette fois, je m'en souviens, Damas a dit, si vous décidez de pardonner, n'essayez pas de choisir, d'être sélectif sur les gens à qui vous allez pardonner. Pardonnez à tout le monde. Et c'est facile pour quelqu'un de l'extérieur de dire cela, mais pour quelqu'un qui a été le témoin de ce que Damas a été témoin, il disait depuis le début, non, ce n'est pas ce qui nous sommes, nous ne sommes pas des tueurs. Et après le génocide, il disait à ses voisins, ce n'est pas ce que nous sommes. Nous ne voulons pas nous venger. Et j'ai été vraiment très ému par la facilité, par la confiance de Damas et par la profondeur de sa sincérité. Ce n'était pas un show de la part de Damas, ce n'était pas quelque chose qu'on lui a dit de dire. Lorsque vous lui parlez, vous connaissiez à partir de son cœur qu'il essayait de guérir à lui-même tout en étant, en faisant partie de la guérison des autres. Et je pense que c'est vraiment ce qu'on peut dire de mieux par rapport à lui. Je peux me permettre de vous laisser la parole peut-être pour quelques mots de conclusion, parce que j'imagine qu'on va passer maintenant assez vite à la table suivante. Non, c'est juste un mot de remerciement pour cette place. Et je crois que c'est vraiment je suis très honoré et très privilégié d'être parmi vous à la Mémorial de Shoah, Pauline, Hélène Dumas, avec vous. Et je crois que pour en finir, il y avait beaucoup de vidéos que je suivais hier de Papa Damas. Et puis, il disait, il faut que... Et je me rappelle bien, c'était à la Mémorial de Shoah aux États-Unis. Il disait qu'il faut à toute fois avoir de l'amour et de bannir la haine. Et aujourd'hui, je peux même insister ça, mais aussi de dire que l'amour se sème, donc il faut le s'aimer, l'arroser pour que ça donne des fruits qui est pour le présent et pour le futur. Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup. Un immense merci à tous les trois pour vos interventions et vos témoignages. Merci beaucoup au public. Le temps de changer de plateau, nous nous retrouvons pour la dernière table ronde de la journée, la part des survivants
échange sur la mobilisation des savoirs survivants dans la narration historique.